Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui œuvre sur un sujet aussi stratégique que profondément humain, bien manger quand l'âge, la maladie ou la dépendance compliquent le quotidien. Mon invité, c'est Paul Tronchon, fondateur et président de Saveur et Vie, un acteur majeur du portage de repas à domicile, avec une approche très forte sur la nutrition, le plaisir et la dignité alimentaire. Paul, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. On va passer environ 45 minutes ensemble, Paul, et j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours, la jeunesse de Saveur et Vie, votre vision de la nutrition des seniors et plus largement ce que signifie bien manger quand on est fragile. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt, tout un programme en tout cas. Oui. Paul, vous avez donc fondé Saveur et Vie en 2001, ce qui fait que vous allez bientôt fêter les 25 ans de l'entreprise, après avoir passé 8 ans à la direction de l'alimentation et de la nutrition des hôpitaux de Paris. Qu'est-ce qui vous a amené à cette aventure entrepreneuriale ? Oui, je pense que c'est un petit peu les racines, un peu mon éducation qui a. Pour beaucoup d'entrepreneurs, on sait que c'est souvent dans les gènes. Je crois que ça l'était pour moi, en tout cas. Mon père était entrepreneur, mon grand-père aussi. Donc du coup, voilà, le sujet est venu assez tard pour moi parce que j'ai eu 15 ans d'activité professionnelle avant de lancer Saveur et Vie, donc mon entreprise, pour l'avoir démarré à plusieurs quand même. Mais du coup, 8 ans, vous l'avez dit, à la PHP où j'ai appris ce qu'était finalement un peu la nutrition. Et j'avais assez peu de bagages en nutrition, mais beaucoup en alimentation et en agriculture et en agronomie, parce que j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture. Et ensuite, j'ai travaillé en fait dans la partie, on va dire, agroalimentaire ou restauration. Et finalement, ce passage à la PHP a été pour moi un élément déclencheur de ce que j'avais envie d'entreprendre. Voilà, donc voilà pour l'histoire. Et 25 ans, effectivement, on va pouvoir sortir les bougies maintenant, donc c'est une bonne chose. Et votre expérience précédente dans la restauration ou l'agroalimentaire, c'était dans quel type d'acteurs ? C'était des acteurs qui fournissaient déjà des solutions de restauration hors domicile ? Oui, c'était une entreprise qui s'appelait Végétable. Donc c'était un parcours. Je n'étais pas au capital de l'entreprise, mais je l'ai vu grandir de début jusque finalement à la revente de l'entreprise. Bon, c'était 5 ans d'expérience, très jeune, mais c'était une organisation qui permettait de pouvoir valoriser les légumes des agriculteurs qui étaient avant finalement dans les céréales, c'est en Champagne, et là on faisait de la cuisson sous vide de légumes pour faire en sorte qu'ils se conservent bien sans conservateur, sans additifs, et ça permettait de les utiliser ensuite en restauration collective. Donc voilà, j'avais déjà, et d'ailleurs en restauration aussi en GMS, en grande surface, où on faisait aussi des petits conditionnements de légumes cuits sous vide pour pouvoir finalement amener des solutions pratiques pour la restauration ou pour les ménages. Mais à l'époque, ce type de plat ou ce type de restauration ne s'adressait pas spécifiquement à ce qu'on appelle les personnes fragiles, qui est aujourd'hui une de Non, vos cibles. mais j'avais comme client quand même les hôpitaux. Ah Et du d'accord. coup, c'est finalement comme ça que j'ai connu comment dire, cet univers de la restauration collective ou la façon de voir comment utiliser des produits à l'intérieur et quelles étaient les contraintes de ces cuisines hospitalières, donc la restauration en santé, on va dire. Et ça a été voilà, très fondateur du fait de pouvoir innover dans ce secteur-là pour amener des produits aux gens justement en difficulté avec des problèmes de santé, parce que dans ces conditions-là, il faut évidemment connaître la situation des personnes et ce dont ils ont besoin, et surtout avoir une organisation qui permet une très grande diversité. Donc j'avais déjà
dans mon parcours professionnel, voilà cette faculté à imaginer finalement des solutions nouvelles pour pouvoir servir à domicile des gens fragiles. Voilà. Mmh. Et ça été issu de votre constat dans les hôpitaux de Paris notamment. Oui, vraiment le constat. Alors les hôpitaux de Paris en plus ça a été bon, une aventure, de 8 ans, mais j'en garde vraiment un souvenir assez incroyable parce que c'est une très grande structure, donc il y avait énormément de choses à faire, à cette époque-là. Beaucoup de voilà et sous la forme de projets transversaux qui liaient, finalement le prescripteur médical qui est en nutrition, elle est assez méconnue dans les hôpitaux ou en tout cas pas mis en valeur suffisamment. Et puis la façon de traduire finalement cette prescription en menu et en organisation. Et là, on a le rôle du diététicien nutritionniste qui est une cheville ouvrière indispensable et que j'ai appris à connaître finalement, que je connaissais très peu, que j'ai appris à connaître dans les hôpitaux et ça a été pour moi révélateur bien évidemment de ce qu'il fallait ensuite, en tout cas de la partie entrepreneuriale qui a suivi, et bien sûr l'organisation des cuisines que je connaissais un petit peu mieux dans ma formation de producteur finalement quoi, mais qu'il fallait évidemment énormément réformer. Il y a eu 8 ans de projets assez fabuleux et surtout un éclairage très fort qui est à un moment donné où j'ai compris ce que c'était que de mal manger, de manger difficilement, de finalement de pas avoir la capacité de le faire et puis surtout de voir que autour de ce sujet-là, il fallait s'en emparer vraiment. Donc je crois que j'ai vraiment eu la passion dans ce domaine-là en voyant les difficultés des gens et notamment les situations qu'on a appelées les situations de dénutrition à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait un certain nombre d'études sur le sujet et je retiens toujours que 50% des gens admis à l'hôpital, donc à la PHP, étaient dénutris en rentrant et on n'améliorait pas le système à la sortie, si je puis dire. Donc cette situation m'a mobilisé. Mmh. Et du coup, vous êtes intéressé aux patients qui rentraient chez eux après une hospitalisation? C'était ça la Oui, proposition de valeur de Saveur et Vie au départ? c'est exactement ça. C'est vraiment dire comment faire. Finalement, on était au début des réseaux ville-hôpital, de faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre l'hôpital et la ville, qui est toujours un sujet, bien évidemment, mais là, il y a 25 ans. Et du coup, le fait de voir à quel point dans ce travail-là, qui était un travail que on initiait à la PHP, qui était très intéressant, bien évidemment, on voyait que les solutions nutritionnelles du domicile étaient vraiment très pauvres, quoi. Voilà. Et donc, du coup, dans le fait de rechercher finalement une aventure individuelle que je souhaitais finalement d'entreprendre, j'ai trouvé cette idée en tout cas avec à plusieurs, avec des médecins au départ, de voir comment on pouvait améliorer cette situation ou en tout cas trouver un service intéressant pour faire en sorte qu'il dénote complètement de ce qui existait à l'époque. Voilà. Mmh. Donc la sortie d'hospitalisation est un élément clé. Et après, dans l'aventure de Saveur et Vie, le terme de prévention est venu très fort pour bien évidemment s'occuper des gens qui sont pas forcément passés à l'hôpital, mais on voit que dans notre clientèle, il y a une proportion très importante de gens qui passent dans l'hôpital, soit un temps assez long, soit des temps très courts, mais en tout cas le passage à l'hôpital est un élément clé dans le dispositif pour pouvoir finalement parfois découvrir une maladie, parfois se faire soigner, bien évidemment, et derrière, de pouvoir enclencher de nouvelles choses avec nous. Donc le fait d'être bien connu à l'hôpital est un élément très important pour Saveur et Vie. Et la marque Saveur et Vie, elle embarque un mot qui n'est pas anodin, qui est saveur. Ça fait partie du positionnement, ce côté plaisir gustatif? Oui, oui. Donc, alors là, il y a le positionnement de toute forme d'alimentation réussie. S'il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas d'alimentation réussie, bien évidemment. Donc on mange par plaisir. La fonction
hédoniste de l'alimentation est un élément clé, hein. On le dit depuis le premier âge, hein, jusqu'au dernier. Voilà. Donc du coup, ça c'est un élément clé. C'est voilà des choses aussi apprises mais ressenties, bien sûr. Donc la notion de saveur est un élément clé. Et puis la vie, parce que on est dans un parcours de vie. Je dis souvent ça et d'ailleurs l'entreprise, on en parlera un peu dans ses projets. La notion de parcours est important. Et finalement, dès le début, dans la vie, dans la marque, en fait, il y avait ce sujet qui est un élément clé on fait partie l'alimentation de la vie quotidienne des gens. En fait, quoi. Et c'est le matin, le midi, le soir, et c'est sans doute un pilier extrêmement important, justement, de l'accompagnement de personnes en situation de fragilité, l'alimentation. Mmh. Alors justement, quand vous parlez de personnes en situation de fragilité, ce sont qui les clients de Saveur et Vie et de vos repas livrés à domicile précisément? Alors, dès le début, on l'a dit tout à l'heure, sur la sortie d'hospitalisation, c'était les premiers clients qui arrivaient. Mmh. Donc, on a plutôt des clients qui ont finalement une identification avec un besoin de pouvoir avoir une alimentation à domicile en sortant d'hospitalisation. Ça veut dire déjà finalement une capacité à pouvoir soit faire des courses, soit cuisiner qui est plus faible. Et donc, du coup, l'âge est venu comme un élément finalement clé du profil de nos clients, quoi, hein, donc dès le départ, quoi. Mais pas que, encore une fois. Mais par contre, si on prend la moyenne d'âge de nos clients, on est aujourd'hui à 84 ans de moyenne d'âge, donc on a plutôt des clients très âgés. Mmh. Mais encore une fois, pas que, parce que le fait de pouvoir servir finalement une alimentation qui correspond à une personne fragile, ça veut dire qu'on peut servir aussi des gens beaucoup plus jeunes, mais qui ont un problème d'accès à une nutrition qui est nécessaire pour eux, soit une problématique encore une fois, de pouvoir accéder à une alimentation par soi-même ou par un aidant, qui est pas toujours facile. Et sinon, donc des gens jeunes qui ont besoin de textures particulières ou de régimes particuliers qu'ils n'ont pas et qu'on leur propose parce qu'on a une grande diversité de solutions pour tous les âges. Texture particulière, ça peut être des textures modifiées, des choses plus peut-être moulinées ou au contraire épaissies. Exactement. On a vraiment on lutte là pour des problématiques de déglutition qui sont liées. Bien sûr, on parle souvent de problèmes de déglutition pour les âges avancés, pour éviter les fausses routes, mais on a aussi des problèmes de déglutition pour des gens très jeunes, pour des problématiques neurologiques. Et donc, du coup, on apporte ces solutions-là justement aux aidants qui doivent parfois pour des parents jeunes qui ont des difficultés à pouvoir nourrir leurs enfants, qui ont des problèmes neurologiques. Donc du coup, les solutions de texture modifiée peuvent être intéressantes à tous les âges. Mais bien évidemment, on les a beaucoup, un peu plus en tout cas. Pour le domicile, c'est pas une proportion très importante parce que on insiste aussi beaucoup sur le fait de pas passer trop vite à des solutions mixées moulinées, mais bien évidemment de garder le plus possible l'aliment dans sa forme usuelle, mais par contre que les cuissons ou les éléments de présentation ou les découpes puissent permettre de garder l'aliment entier, parce que le plaisir vient aussi de la culture, en fait, et de la façon dont on a toujours mangé les aliments et toujours mangé ce que l'on aime. Et dans ce cas-là, les textures modifiées sont importantes, mais il faut les placer pour que les gens puissent les manger. Voilà. Mmh. Et donc concrètement, dans le circuit d'achat de vos produits, ce sont des médecins qui prescrivent, ce sont des clients qui viennent en direct parce qu'ils ont entendu parler de vous et qui passent commande. Comment ça se passe pour se faire livrer Non, la de vos grande produits? majorité, c'est les gens eux-mêmes qui souhaitent se faire livrer et qui organisent finalement leur alimentation.
et les aidants, donc moitié-moitié à peu près, et les aidants qui, devant une situation difficile d'accompagnement de proches, disent j'ai besoin de ça parce que ma maman ou mon papa mange pas bien, ne mange pas suffisamment, ou j'ai du mal à lui faire tous les jours les repas, etc., etc. Donc finalement, les solutions viennent des gens eux-mêmes ou des aidants. Après, il y a de la prescription médicale, mais elle est assez faible. Elle est assez faible. Et quand il y en a, bien sûr, on a cette capacité-là qui est voilà pas qui est assez spécifique de l'entreprise, de pouvoir traduire cette prescription médicale en menu par l'équipe diététique qui est chez Saveur et Vie. C'est la marque de fabrique de l'entreprise. C'est mon premier employé a été un diététicien. Donc voilà, c'est la façon de concevoir le service, c'est de pouvoir avoir une réponse adaptée à une demande qui est toujours avec finalement une liaison à, non pas à une maladie, mais à une situation qui demande un professionnel de santé pour pouvoir y répondre. Parce que on pense que c'est assez simple de nourrir des gens fragiles et de pouvoir leur apporter un repas à domicile. Bien évidemment, on peut avoir, mais le fait de pouvoir identifier comme il faut le problème de santé sous-jacent, qui est souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de pas manger suffisamment par rapport à ses besoins. Donc, ce qu'on appelle la dénutrition, c'est pas très joli comme mot. Très souvent, on me dit, mais c'est une vraie situation C'est une de réalité, oui. déficit, en fait, voilà, de déficit. Et ça, eh ben, c'est pas si simple et donc, le professionnel de santé, qui est le diététicien nutritionniste, identifie très bien ça parce qu'il est formé pour ça, pour pouvoir ensuite, bien évidemment, proposer des solutions aux aidants et aux personnes pour pouvoir faire en sorte finalement qu'on mange suffisamment et donc, bien évidemment, prévenir un nouvel épisode de santé qui pourrait arriver si on ne mange pas suffisamment ou pas de façon suffisamment variée. Voilà. Mmh. Vous l'avez évoqué pour la conception des produits et le conseil, vous avez une vraie équipe de diététiciens nutritionnistes. J'avais noté une trentaine de personnes dédiées, C'est à ces ça. fonctions-là. Donc c'est vraiment au cœur du réacteur et c'est tout à fait, compréhensible. Leur rôle, c'est de d'imaginer les formules, de personnaliser, les repas en fonction des profils des gens qui commandent. Comment ça se passe? Alors, comme je disais tout à l'heure, comme mon premier employé était un diététicien, finalement, la profession diététique nutritionniste a bien infusé dans l'entreprise. On les retrouve à plusieurs niveaux de l'entreprise, mais de toute façon, il y a souvent ce qu'on peut appeler le diététicien qui est en proximité du consommateur ou en proximité du client-patient, en fait, hein, voilà, et ça qui va donner un conseil nutritionnel et pour lequel on va être rémunéré en tant qu'entreprise pour des gens qui finalement nous payent dans le cadre des projets de prévention secondaire ou de prévention de lutte contre la dénutrition. Donc là, ce sont des diététiciens qui vont à domicile et qui vont faire un conseil nutritionnel auprès des gens qui sortent d'hospitalisation et qui ont besoin de conseils diététiques. Donc on a vraiment la fonction du diététicien clinicien, si je puis dire, comme on le retrouve à l'hôpital et qui vient par contre à domicile conseiller les gens et faire des actes diététiques au domicile. Donc ça, c'est une, voilà, c'est un élément de nos équipes. Puis ensuite, on a des diététiciens qui travaillent beaucoup sur l'offre alimentaire, c'est-à-dire effectivement, ce que vous voulez dire, sur la composition des menus, sur la façon de pouvoir proposer et donc d'interagir avec le travail de la production culinaire, quoi. Donc ça, c'est un élément aussi clé du travail des diététiciens. Puis ensuite, il y a le contact qui est au moment de la commande, donc pas forcément au domicile, mais au téléphone, pour faire en sorte que l'équipe qui fait la relation client chez nous soit équipée de diététiciens pour pouvoir intervenir quand c'est nécessaire, pour pouvoir former les gens à l'intérieur de l'entreprise. Donc, du coup, on a finalement une proportion de gens dans la relation client, dans la relation auprès des aidants et qui est importante. Voilà. Donc les diététiciens se situent en gros à 3 niveaux dans l'entreprise.
Ah oui, c'est très intéressant. Et il y a une deuxième fonction qui est très importante chez vous, parce que ça fait partie de tout le défi logistique, c'est les gens que vous appelez les veilleurs-livreurs. Est-ce que vous Oui. pouvez nous parler d'eux? Parce que j'ai l'impression que c'est, 2/3 de l'entreprise à peu près? Oui, exactement, ça fait partie finalement de l'autre, je disais souvent au départ dans le lancement de Saveur et Vie qu'il y avait une sorte de couple entre le diététicien et le veilleur-livreur, bon, le terme est venu assez vite dans l'entreprise parce qu'on pouvait pas, imaginer de faire uniquement de la livraison, mais bien d'accompagner les personnes au domicile, hein, qui est évidemment la vraie, marque de fabrique du fait de livrer des gens dépendants ou des gens, en situation de fragilité. Ça veut dire qu'il faut évidemment bien les comprendre, mais surtout faire des actes au domicile ou un service au domicile qui comprennent un certain nombre de choses qu'on appelle la veille, en fait, qui est de la veille nutritionnelle pour voir s'il y a eu consommation des plats, pour voir s'il y a eu finalement l'ensemble des actes du livreur qui est spécifique à la personne dépendante, et puis aussi de la veille sociale parce qu'on prend en charge forcément des gens en difficulté importante dans la dépendance, socialement aussi. Et nos clients sont aussi, viennent aussi par l'intermédiaire des mairies. Et donc, les collectivités locales ont finalement un rôle social important et nous délèguent ce rôle social. Donc la veille sociale est un élément clé du dispositif de Saveur et Vie. D'où le terme qui est venu voilà, assez rapidement de veilleur-livreur. Est-ce que dans cette activité de veille, il y a aussi des outils pour, par exemple, mesurer la dénutrition chez certaines personnes, comme on peut le faire parfois à l'hôpital? Oui, il y a des outils, mais souvent, ces outils qui sont utilisés à l'hôpital, ce sont des outils que l'on utilise à travers le travail des diététiciens. C'est-à-dire que Mm. c'est eux qui utilisent les outils de détection du risque ou d'évolution de ce risque nutritionnel ou de situation de dénutrition. Donc là, ce sont voilà, des scores qu'on utilise spécifiques. En revanche, on a des marqueurs d'alerte que nous remontent les veilleurs-livreurs, qui ne sont pas forcément utilisés à l'hôpital et qui sont vraiment liés à la situation du domicile, à la situation de la personne et à notamment au regard que l'on a dans le frigo du domicile, qui est un élément voilà, très important d'alerte, en fait. Quoi. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur ces sujets, justement, de voir comment le frigo est très symptomatique de l'histoire alimentaire des personnes, en fait, hein, de ce qu'ils ont, finalement, de leur consommation à domicile. Mais donc on l'utilise beaucoup pour faire en sorte que les veilleurs-livreurs nous remontent des anomalies, en fait, hein, des alertes. Voilà. Mm. Et les scores ou la façon de pouvoir mesurer finalement si la personne est bien prise en charge à domicile en matière de nutrition, il vaut mieux un diététicien nutritionniste pour le faire. Vous évoquez les collectivités locales. Est-ce qu'il y a dans votre modèle économique, est-ce qu'il y a des mairies qui prennent en charge tout ou partie de la livraison des repas? Oui, alors les mairies, fonctionnent avec le système qu'elles connaissaient assez bien sur la cantine scolaire, en fait, dans le cadre de nos appels d'offres et donc elles payent une partie, en fait, on connaît assez bien ça quand on a ses enfants, quoi. On paye une partie, de la livraison et de l'alimentation, en fait, hein, du service, en fait, qui est proposé et dans ce cas-là, ça dépend finalement de la feuille d'impôt des gens. Très souvent, hein, c'est pas homogène sur l'ensemble du territoire, mais c'est ce qu'on leur rencontre le plus souvent vis-à-vis des collectivités. Donc, il y a une Mm. partie de la prise en charge qui est faite par la mairie et l'autre partie qui est le reste à charge pour là on parle moins du client que de l'usager pour la mairie quoi. Voilà. Mm. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, on fait le même type de service en fonction du cahier des charges de la ville, qui peut bien évidemment changer, qui peut être assez large ou plus simple selon les mairies. Et dans ce cas-là, les mairies lancent un appel d'offres pour identifier un fournisseur exclusif sur cette livraison de repas.
Oui, ça se fait sous appel d'offres, c'est des appels d'offres de prestations de services et en principe, voilà et on répond bien évidemment au cahier des charges et très souvent, on a quand même mis beaucoup d'innovation dans le cadre de la livraison de repas depuis 25 ans. Donc on essaye petit à petit de faire passer, mais petit à petit bien évidemment, l'évolution des cahiers des charges en voyant tout simplement que ces innovations sont porteuses et sont intéressantes pour le bénéficiaire final, quoi, hein. Donc petit à petit, je dis souvent que depuis 25 ans en tout cas, il y a eu une grosse évolution du service de repas à domicile fait par les mairies, vraiment une grosse évolution et je pense qu'on en a notre part, bien évidemment, parce que petit à petit, finalement, le côté s'occuper de la santé des gens par l'alimentation et par la nutrition, on a pu le faire quand on est sorti d'un domaine collectif et quand on peut arriver à individualiser des prestations. La notion de personnalisation et d'individualisation des prestations est majeure pour pouvoir finalement répondre aux besoins nutritionnels des gens. Mmh. Et c'est peut-être ça qui vous différencie de grands acteurs de la restauration collective, qui notamment opèrent dans les hôpitaux, dans les cantines scolaires. Vous les rencontrez, vous, dans les appels d'offres, ces grands acteurs? Oui, oui, on les rencontre, c'est vraiment, nos concurrents bien évidemment, mais on les rencontre et en même temps, aujourd'hui on a montré, qu'on avait une telle différenciation, qu'effectivement, répondre à une individualisation, à partir d'outils collectifs, c'est pas facile, pas facile et on a mis en place une organisation qui justement permet l'individualisation en ayant démarré finalement en livrant, je dis souvent, moi-même ma première cliente, je le dis assez simplement, eh bien, finalement l'entreprise pendant 10 ans a vécu uniquement, sur la livraison, individuelle en répondant un à un finalement aux clients, quoi. Donc la construction de l'entreprise s'est fait sur la personnalisation. Donc, venir ensuite, pour, livrer, plus de gens, on le fait toujours avec les mêmes ressorts de l'individualisation. Mmh. Donc et de l'organisation de l'entreprise. Je dis souvent que l'élément clé de l'individualisation, de la personnalisation dans la construction de l'entreprise, c'est la construction, année après année de son système d'information. Son système d'information qui est uniquement centré sur l'individualisation de la prestation. Et ça n'a rien à voir avec finalement la façon d'opérer quand on vient dans le collectif, que ce soit un hôpital, que ce soit une organisation pour les enfants, que ce soit entre les deux parfois, hein, des foyers, etc. On n'est absolument pas dans la même logique d'individualisation parce qu'on a des gens au même endroit auxquels on doit répondre aussi socialement. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc construire une entreprise depuis 25 ans sur l'individualisation, ça nous permet aujourd'hui effectivement d'avoir un marquage très différenciant par rapport à nos concurrents. Alors, quand on parle d'individualisation, on imagine qu'il y a une complexité de fabrication qui est assez importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont produits, fabriqués les produits avant d'être, enfin les menus, les repas avant d'être livrés? Oui, dès le départ là aussi, on a eu un sujet fort qui est de dire, on ne va pas produire nous-mêmes. Il y a beaucoup de producteurs en France d'alimentation. Je dis souvent, c'est le pays de la gastronomie et il y a beaucoup d'entrepreneurs en matière d'alimentation aussi qui produisent. Donc, et c'est vrai que dans mon parcours professionnel, forcément, je connaissais assez bien ça. Donc, j'ai pu faire en sorte d'avoir des traiteurs qui se sont mis à faire en sorte de répondre exactement à nos cahiers des charges qu'on a construits avec eux pour faire en sorte que
la production de plats cuisinés, la production d'entrées, la production de soupe, qui est un marqueur très important pour les personnes âgées ou pour les personnes fragiles, soit fait dans des conditions qui correspondent exactement à ce qu'on souhaitait pour ensuite prendre finalement le chemin logistique du domicile. Et le chemin logistique du domicile, c'est extrêmement spécifique parce que ça demande justement à avoir bien évidemment des lieux où on va pouvoir faire en sorte de constituer des commandes individuelles des gens, mais aussi de les amener dans des conditions de froid qui soient intéressantes pour le domicile, et ensuite de faire en sorte que ce soit bien conservé au frigo des gens et que des gens puissent le remettre en température de bonne façon. Et ce chemin logistique fait que la qualité de l'alimentation est au rendez-vous après. Si on n'a pas été fort sur l'ensemble de ces briques, on ne sait pas comment produire. D'où le fait que le cahier des charges de l'ensemble de nos plats, de l'ensemble de nos recettes, est un élément de construction aussi. C'est 25 ans de construction, je dis souvent, pour avoir aujourd'hui nos 3000 ou 3500 recettes en catalogue pour l'année, si vous voulez. On en a 500 recettes actives sur nos plans de menu qui sont là pour les 12 semaines de plan de menu. Vous voyez, donc on a une ingénierie finalement du menu et de la proposition auprès de nos patients et de nos clients qui est extrêmement intéressante et très différenciante aussi, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément un laboratoire central ou une usine centrale, mais vous travaillez avec un réseau de traiteurs partout en région. Enfin, si j'ai C'est bien compris. exactement ça. D'accord, ok. C'est vraiment le réseau de traiteurs qui est notre force. Et, et le fait de pouvoir dès le départ dire on ne peut pas tout faire bien au même endroit. C'est une vraie. Alors ça, c'est un élément fort du positionnement de départ, qui est de dire la cuisine individuelle se fait pas en cuisine collective. C'est ça ma vision de départ du lancement de Saveur et Vie. Voilà. Il y a et ça, dans la connaissance finalement du tissu de la cuisine en France, hein, de la production en France, il y a des partenaires excellents qui sont capables justement de produire voilà, ce dont on a besoin en fonction, encore une fois, de ce qu'on fait avec eux. Parce que la construction d'un cahier des charges avec une cuisine, c'est un aller-retour qui n'arrête jamais d'ailleurs et qui se peaufine en fonction des évolutions et des produits et finalement de la culture alimentaire, de ce que l'on veut vis-à-vis de nos personnes. Et puis, toutes les semaines, on goûte l'ensemble de nos produits qui arrivent chez nous pour pouvoir être délivrés ensuite. Et ça, du coup, c'est un aller-retour de construction avec les cuisiniers. Et les traiteurs ont également la compétence, ou peut-être que c'est vous qui les formez, pour travailler des produits un peu plus sophistiqués, comme les textures modifiées, etc. Exactement. Alors effectivement, il y a de la formation autour des textures modifiées, on l'a fait. Et puis il y a aussi des savoir-faire qui sont parfois présents chez ces gens-là et qui le font pour d'autres. Bien évidemment, le cas de la texture modifiée voilà, on ne fait pas que de la texture modifiée pour le domicile, bien évidemment. Donc, du coup, on va chez des gens qui ont déjà cette compétence et avec qui on va travailler pour pouvoir faire en sorte d'avoir parfois un peu mieux, et puis parfois des produits qu'on n'avait pas forcément imaginés ou qu'ils avaient imaginés et qu'on l'on met à la carte, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Hmm. On va parler maintenant un peu de chiffres clés sur l'entreprise et sur son développement, qui est assez fort, je crois. Quels sont les chiffres clés en termes de nombre de collaborateurs, de nombre de repas servis, de chiffre d'affaires et de développement de la croissance de l'entreprise? Ouais, non, environ 250 collaborateurs aujourd'hui sur Saveur et Vie. L'année dernière, on a fait
32 millions d'euros de chiffre d'affaires et cette année, on va être entre 30, 34, 35 millions. Voilà, on attend la fin d'année, bien sûr, pour donner les éléments, mais on a quand même suffisamment de visibilité voilà, pour dire que on a une bonne croissance, un prévisionnel pour l'année prochaine aussi. Si on fait 10% de croissance, c'est bien aussi. Donc, du coup, on a une belle dynamique et surtout, je trouve aussi des beaux projets d'avenir au sens de continuer la mission. Voilà, cette mission de nourrir les personnes fragiles. Je dis souvent que je l'ai bien senti dans mon parcours hospitalier. C'est là où j'ai senti la façon de faire finalement, comment réussir cette mission-là. Je trouve qu'on est maintenant fort dans toute notre organisation, là où on est, pour pouvoir pour bien le réaliser, vraiment très bien le réaliser, et on n'est pas assez présent sur le territoire national. On l'est sur l'ensemble, on est capable de livrer sur l'ensemble de la France, mais on a eu envie l'année dernière de franchiser le modèle, en fait. Donc du coup, ce développement de la franchise est un élément phare pour nous, voilà, un développement fort maintenant. Il y a d'autres structures en France qui ont utilisé la franchise, notamment dans le service à la personne. On le fait tardivement, finalement. Nous, il faut toujours un peu de temps, je trouve, dans notre construction d'entreprise pour bien faire. Voilà, je dis souvent pour bien faire. Bon, après, il y a d'autres façons de faire et je dis pas que les gens font mal autour. En tout cas, c'est notre marque de fabrique d'y aller pas à pas. Et là, je trouve on est au bon moment pour proposer à des franchisés, voilà, une belle puissance d'entreprise parce on a finalement voilà un beau parcours, en tout cas une belle réalisation, et de faire en sorte que de pouvoir le faire avec d'autres entrepreneurs sur le territoire à qui finalement on confie notre marque et tout ce que l'on a pu faire jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est très enthousiasmant. Donc on est à fond sur ce sujet-là. Donc ça nous permettra en dehors du chiffre d'affaires de l'entreprise elle-même, ça nous permettra sûrement de faire en sorte d'animer un chiffre d'affaires de franchisé. Voilà. On est très content de pouvoir faire ça. Et puis il y a un autre pan d'activité que j'aime bien aussi personnellement, que j'ai toujours abondé dans l'entreprise, c'est d'être présent sur la recherche dans le domaine finalement de la nutrition à domicile. Donc on a fait beaucoup de projets de recherche pour faire en sorte d'avoir une connaissance meilleure sur qu'est-ce qui se passe finalement dans la lutte contre la dénutrition en sortant d'hospitalisation, avec la PHP, bien évidemment, qui était voilà un partenaire toujours très présent en matière de recherche, mais aussi les collectivités comme les départements avec qui on a travaillé pour pouvoir, donc notamment le département des Hauts-de-Seine pour ce qui est d'un beau projet emblématique qui s'est appelé Diétadome. Et là, on revient un peu plus sur ces projets de recherche, sur les parcours. Donc ça, j'aime beaucoup voilà, parler et on a plusieurs projets de recherche qui vont démarrer sur les parcours nutritionnels qui sont dans dans des prises en charge particulières. Donc, on va communiquer beaucoup l'année prochaine sur ces sujets-là. Et voilà, j'en ai un qui est sur lequel je suis très attaché personnellement, qui est le parcours des patients en situation de troubles psychiques. Voilà, je trouve que il y a un sujet qu'on aborde assez peu et le lien entre nutrition et santé mentale est très fort. Il y a des parcours de vie autour de ça qui pour moi m'inspirent beaucoup. Alors, ils m'inspirent en tant qu'aidant, moi personnellement, mais aussi où l'entreprise a vraiment une fonction à réaliser voilà, en termes d'innovation sur ces parcours nutrition santé mentale. Et je reviens pour ça dans les hôpitaux, justement dans les hôpitaux psychiatriques, pour voir à quel point on peut faire évoluer les choses, voilà, ensemble, et surtout faire en sorte que le domicile en psychiatrie voilà, soit impliqué dans le fait de mieux manger, parce que l'acte de manger est un élément très important pour ces filières-là.
Voilà. Donc, donc vous voyez des projets, il va y en avoir dans Saveur et Vie, à la fois en matière de recherche, comme je viens de le dire, et pour faire en sorte de mieux faire ensuite, de connaître et de mieux faire. Et puis en termes de diffusion de ce que l'on fait déjà, parce qu'on le fait bien, et la franchise va être là pour ça. Ouais, c'est très intéressant et pour, voir quels sont les débouchés possibles pour ce type de projet de recherche, l'idée c'est en comprenant mieux les comportements alimentaires de ces personnes avec des pathologies spécifiques, c'est à la fois de voir, comment, la pathologie, impacte leur prise alimentaire, parce que j'imagine qu'il y a potentiellement des troubles alimentaires qui sont liés et inversement, comment grâce à l'alimentation, on peut peut-être améliorer la pathologie? C'est un peu ça l'idée? Oui, et puis surtout, grâce à l'alimentation, comment améliorer la vie quotidienne Mmh. de ces gens en situation de fragilité. Et ça m'anime beaucoup parce que l'alimentation, il y a le côté fonctionnel de l'alimentation comme on l'imagine souvent, hein, c'est-à-dire quelle est la petite substance nutritionnelle qui ferait que ça marche mieux, en fait, quoi. Effectivement, c'est toujours présent ça et du coup, le fait de mieux produire, de mieux transformer, de mieux amener un produit auprès des personnes, en situation de fragilité, c'est très important. On va parler des textures, on pourrait parler d'autres types de d'éléments fonctionnels qui puissent permettre de mieux accompagner une pathologie. Mais il y a aussi surtout le lien social, finalement, cet élément où l'alimentation est très présent dans nos vies et dans le fait de pouvoir être avec les autres. Quel est le lien avec les autres et comment, qu'est-ce qui joue finalement dans cet acte alimentaire qui fait que dans son parcours de vie, on s'y retrouve et on retrouve finalement cet élément clé qui est le fait de bien manger. Mmh. Et c'est un acte de prévention important pour soi et avec les autres, quoi. Donc voilà, donc je trouve que sur les troubles psychiques, on a un vrai terrain de jeu très intéressant, fonctionnel, et aussi la commensabilité de l'alimentation, comment on y va et comment on traduit tout ça ensuite, quoi. Ah oui. Vous avez parlé de mission véritable de votre entreprise, puis quand on vous écoute, on sent qu'il y a une volonté de créer de l'impact, d'être utile, et cetera. Est-ce que, du coup, vous avez structuré ça autour d'une démarche RSE particulière? Est-ce que vous avez un statut spécifique de d'ESS, d'entreprise à mission? Enfin voilà, c'est quoi votre position par rapport à tous ces aspects d'impact? Oui, on a vraiment alors l'impact, oui, c'est très im effectivement, merci pour la question parce que c'est vrai qu'on passe parfois à côté de son ADN, je dis souvent, quoi, et c'est vrai que la création de Saveur et Vie a été faite, autour de ce sujet. C'était très difficile d'ailleurs de parler et souvent j'aime bien parler de la prévention, et effectivement en termes de nutrition et si on n'a pas d'impact en termes de prévention, alors ça n'a pas de sens, quoi. Voilà, donc du coup, ça a été très présent au début et on a, d'ailleurs assez tôt vu comment impacter fortement donc à travers ce qui se passait et on a été accompagné d'ailleurs par la BPI sur ce sujet de l'impact assez fort, assez tôt et notamment avec, je me rappelle de notre premier bilan carbone en 2012, là où on commençait à dire comment impacter, quoi, en dehors de ce que l'on avait fait déjà. Et finalement, on s'est aperçu, bon, bien sûr qu'on a dans notre métier, on a finalement découvert deux impacts forts, alors mesurés plus que découverts, mais mesurer deux impacts forts. Le premier, c'est l'impact sur l'intrant alimentation, hein, donc tout ce qu'on peut faire avec nos traiteurs. Donc ça, c'est un élément très important. Et là, du coup, on travaille du coup avec eux, bien évidemment, le local et finalement le type d'alimentation et le type les fournisseurs de nos fournisseurs, si je puis dire. Donc, on a un travail très important autour de ce sujet-là pour faire en sorte d'améliorer notre impact. Et la deuxième chose, c'est sur la logistique, parce que on est sur un métier logistique très fort. Et là, on a innové. Finalement, sur l'alimentation, on suit. Je dis souvent, on suit et on impacte fortement avec nos fournisseurs et avec l'ensemble du système, c'est-à-dire le choix de la carte, donc ça, on a un vrai travail d'ingénierie finalement qui ne s'arrête jamais. On n'a pas, je trouve mais on a eu un saut vraiment d'innovation en logistique. On a été les premiers à mettre en place, par exemple,
les vélos cargo froids en livraison à domicile. J'aime bien parce que finalement on a utilisé voilà les transports doux en centre-ville. Alors on l'a fait parce que bien sûr on avait beaucoup de livraisons intramuros Paris et donc ça nous a permis finalement de pouvoir lancer ce premier vélo cargo froid. Donc j'ai dit ça parce que c'est voilà ça on a eu des marqueurs d'innovation qui ont bien emmené l'entreprise ensuite dans le fait de pouvoir être visible et que pour l'ensemble des personnels de l'entreprise, la notion d'impact, c'est quelque chose d'important. D'où le fait d'avoir finalement une équipe RSE forte avec un bilan qu'on sort chaque année. Et c'est vrai que vous posiez la question, on n'est pas entreprise à mission, ça pourrait être voilà, le premier stade. On l'a pas encore fait, si je puis dire. Voilà, mais je dis souvent qu'on le fait bien en pratique et on l'a pas encore mis dans les statuts de l'entreprise. Voilà. Mmh. C'est voilà, quelque chose à faire. Ouais, en fait, vous êtes entreprise à mission par ADN depuis le début, C'est alors qu'on ça, parlait pas encore de cela à l'époque. Mais exactement. Mais on c'est l'a pas formalisé. Je dis c'est souvent, vrai. voilà, ça vaut le coup se fixer aussi des objectifs de Mmh. formalisation pour être plus visible, en fait, quoi. Hein. Donc Oui. voilà. Avec la population française qui continue de vieillir et qui va continuer de vieillir, c'est quoi votre vision de l'alimentation des seniors et des grands seniors dans les 10, 20 prochaines années? Il y a forcément des choses qui vont évoluer. Oui, il y a des choses qui vont évoluer, mais vous l'avez compris, je vais forcément vous parler de liens avec le grand âge, bien sûr, de liens avec les pathologies, de problématiques aussi de prévention. Hein. Il y a les trois clés là. Dans le vieillissement, on a bien sûr le fait l'effet démographique. Donc, on aura du volume. Donc, la notion, c'est sûr, ça. On est sur un beau marché. Il faut le dire en termes de volume. Donc, il va continuer à croître, c'est certain. Par contre, bien évidemment, il y a un problème d'accès aux services. Hein. Donc, le fait d'être bien présent dans l'ensemble voilà, du secteur des services à la personne, c'est très important pour nous, bien évidemment, parce que on s'associe à d'autres services en termes de nutrition à domicile. Donc c'est très important. On a des aidants professionnels, on a des aidants familiaux. Donc il faut qu'on soit très fort sur ces sujets-là. Et du coup, on développe des offres. Pour ce qui est de la réponse de l'entreprise, c'est de développer des offres par rapport à l'ensemble de ce système qui évolue. Donc des offres qui sont adaptées au personnel même, aux aidants familiaux et aux aidants professionnels. On pourra en parler un petit peu plus, mais la vision de l'entreprise, c'est d'être fort dans notre métier pour pouvoir répondre à cet écosystème qui va forcément augmenter beaucoup, voilà, et se professionnaliser tranquillement, parce que c'est difficile la professionnalisation dans ce secteur d'activité, mais c'est à marche forcée maintenant parce qu'il y a de plus en plus de personnes dépendantes à prendre en charge. Et puis il y a l'autre partie qui est comment la nutrition finalement va permettre de mieux prévenir les gens, donc qu'ils soient et finalement moins dépendants. Voilà, donc ils vont avoir un épisode médical plus tard, si je puis dire. Donc la prévention par l'alimentation est un élément très fort. Et ça, c'est souvent de dire on peut parler de prévention primaire. On est assez présent en prévention primaire par le conseil de nos diététiciens dans voilà des conférences, donc toute une activité, ce qu'on disait tout à l'heure de pouvoir former aussi, donc notre organisme de formation Calliope qui est très important, où les diététiciens agissent. J'en ai peu parlé tout à l'heure dans la mission du diététicien, mais ça c'est un élément clé de notre dispositif. Et là où on est encore plus fort, c'est de faire en sorte que la prévention secondaire soit efficace. C'est-à-dire quand on a eu un épisode de santé, finalement il y a un changement souvent dans l'alimentation, quelle que soit la pathologie qu'on ait, que ce soit le cancer, maladie cardiovasculaire, on a parlé tout à l'heure des troubles psychiques, etc. Il y a un impact de la nutrition sur son rétablissement. Donc c'est là où Saveur et Vie doit être
c'est là où Saveur et Vie est né autour de ça, doit être encore plus fort. Et c'est pour ça que j'ai parlé de parcours tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième élément en prévention. Et puis bien évidemment, après, on l'a vu, quand on accompagne la prévention tertiaire ou n'importe, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans leur pathologie et de faire en sorte qu'ils ont besoin d'un prestataire spécialisé pour pouvoir faire finalement du curatif ou pour pouvoir s'alimenter en ayant une pathologie qui peut être invalidante ou qui peut amener à demander des produits particuliers. On parlait des textures modifiées, ça peut être pour d'autres types de pathologies où finalement le diététicien et l'aliment doit être amené par un spécialiste qui est Saveur et Vie, quoi. Voilà. Donc c'est un champ finalement très large qui nous attend, qui fait en sorte que la croissance de l'entreprise sera au rendez-vous. Voilà. Ouais, c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois sur la prévention et aussi potentiellement sur le curatif. Pour autant, vous avez une frontière que vous ne franchirez pas pour basculer du côté de la nutrition clinique, parce qu'il y a aussi des acteurs qui font de la nutrition clinique à domicile. Alors, ou peut-être que si, c'est peut-être dans la stratégie, je ne sais pas. Où est-ce que vous Non. vous arrêtez? Oui, on s'arrête à l'aliment. À Voilà, on l'aliment, s'arrête à ok. l'aliment. Et effectivement, on n'intervient pas en nutrition clinique ou dans tout ce qui est ce que moi je peux appeler la réponse à l'alimentation entérale et l'alimentation parentérale finalement. Et dans les produits finalement entre cette alimentation orale et l'alimentation entérale, finalement, ces produits qui peuvent être de compléments, ce qu'on appelle les compléments nutritionnels oraux Les CNO. ou voilà les CNO exactement, sur lequel on peut travailler avec, je dis souvent, mais c'est pas pas du tout un centrage de l'entreprise, parce qu'en plus en matière d'impact, en plus, je suis persuadé, enfin, sur dans le positionnement de l'entreprise en tout cas et dans sa marque, le fait justement de ne pas aller sur ces produits, ça nous permet de développer des stratégies qui fassent en sorte finalement de faire avec les CNO, mais pas de remplacer l'aliment par des CNO, si je puis dire. Enfin, je le fais vite fait, mais en tout cas, d'avoir des vraies stratégies pour faire en sorte que les gens mangent le plus longtemps possible des aliments le plus possible entiers, si je puis dire. Cuisiner. Voilà. Cuisiner, exactement. La cuisine est un élément très fort, vous avez tout à fait raison. Mais écoutez, c'était très intéressant, Paul. Maintenant, il est le temps de la question signature de Culture Nutrition qui est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous avez réalisé d'impossible? Ça, c'est. Moi, je trouve que d'impossible, je trouve que c'est de pouvoir conjuguer une vie professionnelle intense, parce que la vie d'entrepreneur, honnêtement, c'est une vie intense qui parfois est très dure, mais qui est magnifique dans ses réalisations. En tout cas, je suis dans un moment assez incroyable, et d'avoir pu conjuguer ça avec une vie personnelle, une vie familiale forte, très forte, où voilà, évidemment avec mon épouse, donc je dis souvent ça, avec la force de la liaison familiale, hein, autour de ça, et puis de mes 4 garçons, dont un que j'aide fortement. Et du coup, souvent je me dis que ça, c'est la notion de faire l'impossible, c'est peut-être ça, voilà. Et je suis content de continuer à le réaliser, voilà. Ah, merci, c'est un très beau partage et c'est effectivement un beau challenge de concilier entrepreneuriat et vie personnelle épanouie. Mais écoutez, merci beaucoup Paul pour cet échange profondément humain et éclairant. On a parlé de nutrition, de seniors, d'entrepreneuriat à impact, de vision long terme d'entreprise. C'était vraiment passionnant, merci beaucoup. Merci Grégory, merci beaucoup. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Culture Nutrition, le podcast sur votre plateforme préférée, laissez un avis et partagez autour de vous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt, merci.